Alors, bienvenue dans J'aurais aimé les rencontrer plus tôt. Moi, je me présente, du coup, je suis Chris. Je suis consultante en stratégie digitale et en même temps, je suis passée aussi par la PMA. Donc, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de rencontrer Emmanuel Nassio, qui est sophrologue spécialisé en PMA. Donc, bonjour à toi, Emmanuel. Comment ça va? Bonjour Chris, je vais très bien, merci et je te remercie pour cette invitation à partager ce moment avec toi et pouvoir parler aussi sur ce sujet du désir d'enfant et de la PMA. Eh ben, bienvenue à toi. Est-ce s'il te plaît, tu peux, par exemple, te présenter, sur qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis Emmanuelle Nassio, je suis sophrologue certifiée, j'habite à l'île de la Réunion et je travaille donc à l'île de la Réunion. Du coup, moi, j'accompagne des femmes en désir d'enfant, particulièrement. L'aspect gestion émotionnelle, accompagnement au mieux-être émotionnel, pour traverser justement ce parcours du désir d'enfant qui est quand même assez rude pour beaucoup de femmes, sur le plan, on va dire, humain. Parce que voilà, sur l'aspect médical, prise en charge est là, mais après, en dehors de cet aspect médical, elle se retrouve un petit peu livrée à elle-même. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir leur proposer un soutien sur cet aspect-là, conjointement à leur parcours PMA ou à leur parcours du désir d'enfant. Et pourquoi, du coup, tu t'es mis vraiment, en fait, pourquoi la PMA? Il y a quelque chose qui t'a touché? Est-ce que, par exemple, tu as eu un passé ou bien une connaissance? Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, plaisir. En fait, moi, je suis allée vers ce domaine-là un peu par hasard, ou pas. Parce qu'en fait, au tout début, c'est que vraiment pendant ma formation, j'ai fait une formation sur 2 ans dans une école en Île-de-France, une superbe école, elle est vraiment magnifique cette école. On devait en fait, pour avoir notre certificat, notre titre RNCP, accompagner une dizaine de personnes sur à peu près 5-6 séances dans l'année. Parmi ces 10 personnes-là, il y en a eu 3 qui m'ont fait part de leur désir d'enfant. Je les ai pas courus après pour aller le chercher, hein. Juste été, voilà, dans des conversations comme ça, par-ci, par-là. Ah, ça m'intéresse et tout. Je dis, oh, on y va, on commence. Et après, en séance, c'est à ce moment-là qu'elles m'ont dit, 3, j'ai un désir d'enfant. Et les autres, c'était vraiment des objectifs divers et variés. Un soit sans mieux-être, puis s'affirmer. Enfin, c'était vraiment tout autre chose. Et là, 3 là-dessus. D'accord, bon. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment je vais réussir, moi, à les accompagner dans leur désir d'enfant? Parce que moi, c'était un domaine assez lointain. Ma sœur était en PMA et elle suivait son truc à La Réunion. Et moi, j'étais en métropole et on n'a jamais été dans une proximité toutes les deux sur ce sujet. Donc, pour moi, c'était un sujet assez lointain. Et là, on me ramène ça à moi directement. En fait, rien n'est, vraiment au hasard, Tout à fait. C'est C'est génial. complètement ça. Et donc, voilà, les 3 personnes sont arrivées. Moi, j'ai un désir d'enfant. J'ai dit, bah, comment je peux les accompagner? J'ai vu ça comme un énorme truc. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai mis les choses au clair au départ en disant, voilà, j'ai des exercices à tester. Donc, si vous êtes d'accord, on y va et on voit comment on progresse. Enfin, vous progressez, en fait, aussi là-dedans. Et puis, ben, moi aussi, je progresse avec elle aussi, hein, parce que j'étais encore dans une phase d'apprentissage. Et, et c'est comme ça que, au bout de, l'accompagnement pour chacune a duré autour de 3 à 5 mois. Et en Ah oui, fait, quand même! oui, 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 c'était vraiment sur la durée. Et en fait, elles ont eu chacune leur bébé. Et elles étaient vraiment à des étapes différentes. Il y en a une avec une maladie auto-immune, sclérose en plaques. Donc, ses chances de concevoir, même avec la PMA, étaient vraiment très, très, très faibles. On lui avait laissé peu d'espoir. Et en fait, elle a eu son bébé du premier âge. Ah, waouh. Super, Et ensuite, une autre. bravo. Alors, j'ai pas tout le mérite de ça, hein. Même aujourd'hui encore, je me demande, enfin, des fois, je me demande, mais comment?
est-ce possible? Mais en fait, ça m'a aidé de les accompagner à comprendre la puissance de ce retour à soi, cette reconnexion à son corps, une meilleure connaissance de soi, de son mental, des impacts de son mental, de comment prendre soin de son corps va favoriser le projet et donc projet bébé. Moi, c'est ce qu'elles m'ont appris et aussi, c'est grâce à elles aussi aujourd'hui que j'ai, comment dire, que je suis dans ce domaine et que elles m'ont donné la force d'accompagner les femmes au désir d'enfant aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est super important, surtout quand on est dedans, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on est tellement focus, dans: «Oui, je veux vraiment avoir un enfant», que finalement, on enlève, en fait, tout ce qu'il y a autour et puis, déjà, se connaître, c'est réellement important et en plus de ça, si toi, tu accompagnes et que tu arrives à comprendre, alors là, c'est, franchement, chapeau parce que c'est vrai que ça, j'aurais vraiment aimé, te rencontrer avant, quoi. C'est génial. Alors, j'aurais d'autres questions à te poser. En fait, tout d'abord, qui aurais-tu aimé rencontrer plus tôt? Et ensuite vient alors là donc on va commencer déjà sur toi. Qui aurais-tu, aimé rencontrer plus tôt? Alors en fait, je dirais que j'aurais aimé moi-même, personnellement, être accompagnée plus tôt par des thérapeutes qualifiés qui pouvaient m'aider justement à revenir à cet amour de moi, meilleure connaissance de moi. Comment en fait mieux vivre avec mes émotions? Parce qu'en fait, même si moi je ne suis pas dans un parcours PMA, je ne suis pas passée par la PMA, quoi qu'il en soit, je comprends tout à fait ce qu'elles vivent, avoir accompagné certes, avoir compris en fait à travers elles qu'est-ce que c'est que ce monde et de voir en fait comment, je pouvais contribuer, en tout cas à elles et je me dis en fait ça rejoint vraiment beaucoup ce que moi j'aurais cherché, enfin j'aurais aimé avoir aussi à un moment donné dans ma vie, c'est-à-dire un accompagnement émotionnel. Pour moi-même, j'ai mes propres blessures émotionnelles et à cet, amour de moi, cette acceptation de qui je suis comme je suis aussi en fait faire émerger, épanouir cette confiance en moi, en fait. Donc en tout cas, tendre vers plus de confiance en moi pour, m'autoriser tout simplement à mener des projets. Donc parce que la PMA, un désir d'enfant, c'est un projet. Donc il faut pour éviter d'être déstabilisé en cours de route plus qu'il n'en faut, parce qu'on est quand même suffisamment déstabilisé comme ça, donc c'est vraiment de connaître mieux mes ressources, connaître mieux, comment je peux, être moi-même pilier, en fait, dans mon projet. Que voilà, avec, être soutenue pour vraiment réussir, moi, à me sentir actrice de mon projet. Mon projet de vie, du coup, mon projet aussi, d'acte professionnel, hein, parce que, c'est aussi, un projet qui doit se concrétiser. Je Oui, je pense qu'en fait, tellement qu'elles sont à fond, du coup, dans leur projet et forcément, on ne voit pas, en fait, de l'extérieur et c'est là, en fait, que tu apportes quelque chose, qu'elles puissent aussi s'épanouir dans leur projet aussi, mais aussi, de comprendre, en fait, que c'est normal. Parfois, on peut passer, en fait, des états émotionnels, que ça soit la tristesse. émotion. En fait, il y a souvent un tel puits de tristesse à l'intérieur de ces femmes-là qu'elles ont du mal en fait à gérer la tristesse. Et la tristesse, elle est maligne, si je puis dire, puisqu'en fait, c'est la colère qui se met devant. Pour justement, la colère, c'est plutôt une énergie de feu, une énergie d'action. Du coup, bon, rester dans l'action pour éviter de ressentir ce désespoir lié à la tristesse, en fait. Et donc, même la colère, il y en a qui n'arrivent pas à faire face. Dans le sens où on va plutôt être dans l'autodestruction, l'auto-sabotage, par les Ah pensées. ouais. Ouais, je viens de faire un transfert, mais je suis sûre que ça ne va pas fonctionner. Donc, même avant de commencer, on s'est déjà auto-saboté mentalement. Donc, souvent, c'est la colère, en fait, derrière. Il fonctionne pas, j'essaie. J'ai de l'espoir. Chaque fois, l'espoir, il est déçu. Il y a une certaine colère, mais même parfois une rage en soi, qui en fait est sous couvert, hein, c'est sous la cendre, et en fait, ça se traduit, voilà, par de l'auto-sabotage, par le fait de couper la connexion avec son corps, par ressentir, pour pouvoir continuer à rester debout, avancer, à faire bonne figure devant les gens aussi, souvent. Ah oui, ça, c'est très dur. Je sais.
C'est super dur ça. Alors justement, si on est dans ces cas-là, en fait, le fait de pouvoir, détecter, comment tu peux détecter aussi, tous ces émotions-là, toi? Alors, de mon point de vue, du point de vue de la femme, de la personne en face? Alors, de la personne qui est en face, parce que parfois ça peut être réellement inconscient. C'est pour ça. Eh ben, en fait, la personne en face, c'est primordial qu'elle, apprenne à connaître les signaux dans son corps. Hem, quand on réfléchit en permanence, on a un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas là, c'est pas toujours évident de comprendre que ça, c'est pénalisant. Pas pour toutes les femmes. Ensuite, il y a l'aspect où on commence à sentir une douleur dans son dos, dans la nuque, au des cervicales, les épaules qui sont crispées, une douleur au niveau des épaules, des tensions, le ventre qui se noue régulièrement, comme on a l'impression d'envie de tout lâcher d'un coup. Bah, tout ça, en fait, ce sont des signaux qui dans le corps. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de réussir à comprendre à quoi sont liés ces signaux corporels-là. Et c'est pour ça que c'est indispensable, à mon sens, de mieux connaître son corps. Très bien. Alors, j'aurais d'autres questions du coup à te poser. Alors, comment toi tu aides justement, émotionnellement par rapport à la PMA? Est-ce que par exemple, tu prends tous les cas ou est-ce que, justement tu t'adaptes en fait par rapport à la personne que tu as en face de toi? Parce qu'en effet, il y a énormément en fait d'histoires qui sont pas du tout, pareilles. Donc, comment toi tu procèdes justement pour, faire, cet, accompagnement? Alors moi, en fait, je prends déjà un temps téléphonique avec, chaque personne, en fait, qui me contacte pour, justement en savoir plus ou, savoir si je peux les accompagner. Je ne prends pas systématiquement toutes les personnes. Ça, j'arrive à, dans cet entretien téléphonique, à savoir, en fait, où en est la personne et si justement je suis la bonne personne pour l'accompagner. Parce que je ne suis pas la bonne thérapeute pour tout le monde. Parce que sinon, Je comprends. voilà, donc du coup, dans cet échange téléphonique, on va vraiment aller en profondeur. Dès ce premier appel, on rentre dans le bain, qui est donc, voilà, ce projet d'accord. Depuis quand? Un petit peu, grosso modo, les grandes lignes de l'histoire de la personne, voir vraiment si elle est prête aussi à se sentir accompagnée, mais avec le cœur. Parce que des fois, on est prête avec la tête. Et en fait, on n'arrive pas à passer le cap de se dire oui, j'y vais vraiment. Et déjà un premier pas, hein, d'oser m'écrire ou d'oser me téléphoner, parce que ça, moi, je les félicite toujours, parce que je trouve que c'est déjà un premier pas. Et ensuite, on voit qu'est-ce qui, voilà, où est-ce qu'elles en sont, de quoi est-ce qu'elles ont besoin. Et à partir de leurs besoins, c'est là que, sur mesure, parce que je m'adapte toujours aux personnes, hein, pour moi, sinon, ça n'a aucun sens. Donc voilà, en fonction des besoins qu'on arrive à faire émerger dans cet échange, à partir de là, je leur dis: «Voilà comment je peux vous accompagner sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là». Après, il y a des grandes lignes, hein, qui se dessinent, majoritairement, chez les femmes en désir d'enfant. Ça se rejoint, mais je suis obligée d'aller, coller au plus près sur le besoin exprimé par la personne, même si en profondeur, c'est un même besoin global. Parce qu'il faut que ça lui parle. Il faut qu'elle se sente aussi, à l'aise déjà avec moi dès ce premier échange. Parce que si elle n'est pas à l'aise dans l'accompagnement, le travail ne va pas pouvoir se faire correctement. Et moi, je tiens à ce que chaque femme sente vraiment que quand elle est avec moi, elle est dans un espace de confiance. Elle est dans un espace où elle peut se livrer sans se sentir jugée. Elle est dans un espace où elle peut s'exprimer, mais vraiment librement et sentir vraiment qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et je dis bien ensemble, c'est pas moi qui fais le travail pour la personne. C'est pour ça aussi je dis que je choisis bien avec qui je travaille au début. Il faut vraiment qu'elle ait cette motivation de de redevenir en fait actrice dans son parcours PMA, même sur le plan émotionnel. Voilà. Moi, je vais donner tous les outils dans mes accompagnements, dire sa cellule d'écoute. Je vais être celle qui va l'aider à vraiment réussir à prendre de la distance sur ce qu'elle vit. Parce que quand on est le nez dedans,
on n'arrive plus à voir en fait ce qui est positif, ce qu'on est en train de vivre, sur quoi on peut appuyer comme ressource. On arrive. Tu te sens réellement seul après, et c'est malheureux et c'est vrai que le fait, de pouvoir aussi faire cette action, d'appeler, de voir un petit peu, sur, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a réellement, en fait, des personnes, qui sont vraiment, spécialisées pour pouvoir accompagner et cetera. Moi, dans mon temps, en tout cas, c'était un petit peu dur de mon côté pour, chercher ces personnes et du coup, oui, je te remercie vraiment, en fait, d'être là déjà aujourd'hui parce que ça permettrait aussi peut-être à d'autres personnes qui cherchent ce contact-là et ensuite, pouvoir aussi te rencontrer. Parce que c'est pas évident, en fait, de vivre ça toute seule, donc c'est pour ça. Et c'est Alors vrai. ensuite oui et Bah, c'est c'est vrai, tu très as bien. bien raison. C'est ce que la majorité des femmes disent. En fait, elles sont dans les bureaux, les locaux de la PMA, elles sont des dizaines souvent en même temps en rendez-vous, plusieurs dizaines parfois. Et en fait, chacune est seule, alors qu'elles sont entourées. Elles sont entourées de leur famille aussi, pour beaucoup. Oui, Voilà. Et pour autant, c'est choquant. oui, à l'intérieur d'elles-mêmes, se sentent isolées. Et ça, bah oui, c'est normal aussi. C'est pour ça, en fait, oser faire un pas, oser aller vers l'autre, vers les autres, vers un thérapeute qui soit compétent pour accompagner aussi, vraiment. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as un exercice concret en sophro, par exemple? Alors, la sophrologie, bah, en sophrologie, on va utiliser la respiration parce que c'est la base en sophrologie pour ce retour au corps, ce retour à soi, ce retour ce qui se passe à l'intérieur, donc cette reconnexion au corps. Donc, moi, je commence souvent par une respiration qui est souvent connue, qui est la respiration abdominale. Et en fait, je prends vraiment le temps de que la personne puisse pratiquer et que en fait je puisse voir dans sa pratique avec moi, que ce soit en visio ou en présentiel, bah, comment elle fait. Et on dit oui, la respiration, moi je connais, je fais au yoga, je fais au tai chi, ou je fais avec de l'hypnose, je fais ça, ou en tout cas les petits trucs sur YouTube, je fais. Et en fait, quand on arrive ensemble, bah, je vois qu'il manque des petites choses, des petites subtilités qui font que ça va vraiment aider cette toute première respiration-là, profonde et consciente, à vraiment être au maximum de son bénéfice pour la personne. C'est la base. Après, j'ai tout plein d'autres, comment dirais-je, d'exercices où on va aller en fait travailler un petit peu avec l'utérus pour se réconcilier avec cette vision que l'on a de l'utérus parce qu'en fait, c'est un berceau de douleur plutôt qu'un berceau du bonheur. Donc du coup, bon, voilà, l'utérus là, l'utilisation de la respiration de ses mains pour vraiment toucher cette zone du bas du ventre où bébé prend son racine. Donc, il y a ce type d'exercice-là aussi. Il va y avoir aussi des exercices pour d'évacuation de la colère, donc le stress, Génial. l'anxiété, la colère, dans un mouvement plus dynamique et avec un engagement du corps plus important. Mais quand je dis plus important, ça reste des mouvements doux, mais c'est juste que la personne va utiliser son corps, sa présence consciente avec son corps, sa respiration et des mouvements doux, en fait, d'évacuation de ce stress-là, mais avec une réelle intentionnalité d'évacuer le stress, d'évacuer la colère. Voilà. Et en fait, en général, à la fin, quand on a fini de faire ces exercices-là, par exemple, sur les évacuations d'émotions, on va dire, contrariantes, et ben en fait, là, l'apaisement arrive aussi plus OK. facilement. Et ça, ce sont des exercices qu'elles peuvent utiliser en autonomie chez elles. Et moi, je fais en sorte justement qu'elles soient autonomes, actrices dans leur parcours. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel parce que l'objectif, c'est pas qu'elles restent en accompagnement ad vitam aeternam. C'est qu'en fait, elles Mmh. viennent prendre des ressources dans l'accompagnement pour pouvoir, dans la vie de tous les jours et notamment dans leur projet bébé, savoir aussi que ben ouais, j'ai ça en moi, j'ai ça dans ma mallette à outils et là, mon corps me dit ça. Donc, c'est vrai, on a vu avec Emmanuel que quand je ressens ça dans mon corps, c'était lié à telle émotion et que je sens que là, je peux être déstabilisée si je n'utilise pas un outil là. Donc, et que là, maintenant, je ne peux pas me permettre d'être déstabilisée.
parfois, on va aller dans l'émotion, hein, parce que c'est nécessaire aussi d'aller voir ce qu'elle a à dire. Et parfois, on peut pas, parce que bah, la situation, le contexte dans l'immédiat fait qu'on peut pas. Et donc, c'est dans comment utiliser, quel outil utiliser en fonction de ce besoin du moment. Donc, forcément, être capable de comprendre quel est le besoin tout de suite, maintenant, et pouvoir mettre les Oui, c'est outils en vrai que face. c'est un petit peu délicat du coup, vraiment de voir un petit peu, bah, sur quelle émotion, on va dire, est la personne, qui est en face et toi tu arrives, bah, moi je trouve que tu es honnêtement bienveillante déjà, de base et puis que tu arrives à comprendre immédiatement, en fait, ce que ressent l'autre et ça, je trouve ça génial et le fait, de pouvoir, en fait, bah, accompagner, ces femmes-là et je pense que c'est vraiment, une valeur, et c'est positif, en fait, que ça soit pour la femme, pour qu'elle, elle puisse se retrouver et en même temps, en fait, se sentir aussi, bah, ce support comme tu dis et se sentir bien accompagnée là-dessus et c'est génial ce que tu fais en tout cas. Enfin bravo, encore Merci. une fois. Merci. Et c'est elle qui me donne enfin, cette envie de me battre pour elle, en quelque sorte, pour faire connaître que ça existe. Justement, dans ma période de formation, j'ai travaillé avec ces trois merveilleuses femmes qui sont devenues mamans aujourd'hui. Et ben, en fait, elles ne savaient pas que la sophrologie pouvait les aider. Et donc, elles ont découvert, en fait, à travers moi, ce que je pouvais avec les exercices qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, elles sont mamans et elles sont ravies. Et la sophrologie, ben, elles pratiquent encore ces exercices-là parce que c'est pas des ressources ou des outils qu'elles vont utiliser une fois pendant leur parcours du désir d'enfant et puis mettre de côté. Oui, ça peut arriver qu'on n'y pense plus. Mais en fait, quand on va ressentir à nouveau un besoin au niveau émotionnel, on va pouvoir ressortir de sa mallette à outils et l'utiliser pour n'importe quel projet, quel contexte, quelle situation. Ce sont des outils, en fait, qu'on va pouvoir utiliser à vie pour son mieux-être et forcément pour sa C'est vrai. santé. Et quand on est en- en- quand on ressent du bien-être, ça va forcément favoriser la santé derrière, hein, parce que les pathologies vont moins s'installer. Et ensuite, bah, on va être plus à même de mener les projets avec confiance, plus de sérénité, même s'il y a des peurs, même s'il y a du stress, de l'anxiété. Et bah, quand on connaît ces ressources, quand on sait qu'on a une belle caisse à outils, ben on sait qu'on peut piocher dedans et qu'on peut aller vers ces projets-là, malgré la peur, malgré l'anxiété. C'est génial. Par exemple, toi, tu as eu, par exemple, une histoire qui a été vraiment marquante avec, un de tes patients ou, même plusieurs? Parce que c'est vrai que je pense qu'on n'a peut-être pas tous toutes les mêmes histoires, mais, c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui marque en général. Alors, Est-ce que c'est le cas? j'en ai deux. J'en ai deux Oui. et une avec, on va dire, une des trois premières clientes et une avec du plus personnel avec ma sœur, qui a été forcément encore plus touchante pour moi parce que ça me concernait de près. La première, c'est cette cliente cette femme, pardon, qui en fait avait terminé son parcours PMA. Elle n'avait plus aucune possibilité de faire sa PMA en France. On lui avait dit, si vous voulez continuer vos essais, il faut partir à l'étranger. Et elle Waouh! n'avait pas les moyens de partir à l'étranger. Et elle avait vécu des fausses couches, douloureuses, etc. En gros, la France ne pouvait plus rien pour elle, en tout cas par rapport à son désir d'enfant. Et elle n'avait pas les moyens d'aller se payer un accompagnement à l'étranger, en Espagne, en Belgique ou ailleurs. Et donc, elle était restée là, avec son désir d'enfant pendant quelques années, en disant, mais voilà, moi j'ai ce désir d'enfant, l'âge avance. Quand on s'est rencontrés, elle avait 42 ans. Euh, ouais. Voilà, c'était un peu ça, l'horloge biologique, presque même un aspect de défaite dans la vie, Bien sûr. d'échec dans la vie. J'ai lutté en parcours PMA pendant je ne sais combien d'années pour essayer d'avoir un bébé. J'ai eu que des échecs en fait, puisque ça n'a jamais tenu. Et là, aujourd'hui, bah, pas d'argent, pas de bébé. C'est quand même assez violent, hein. Et du coup, voilà, quand on s'est rencontrés, ben, elle m'a dit, voilà, ben, elle m'a raconté son histoire. Et moi, en fait, je me suis dit,
comment je vais pouvoir l'aider là où la médecine, en fait, il ne peut plus rien faire pour elle, en tout cas en France. Il lui faut de l'argent pour aller ailleurs, mais comment moi je peux l'aider? Et là, comme j'étais encore dans ma phase d'apprentissage, le moment était encore offert parce que bah, j'étais dans l'apprentissage. Voilà. Et en fait, ça a été génial parce que cette femme-là, où l'argent a été un obstacle pour elle. Bah, dans cet accompagnement, même en mode apprentissage, elle est aujourd'hui maman d'une petite fille, naturellement. Et en fait, avec elle, on a travaillé ensemble pendant 4 mois. Et Naturellement! Waouh! là, pour moi, C'est c'était fou! un miracle. Un vrai, Oui, pour moi, c'était un vrai miracle parce que elle n'avait aucun accompagnement à côté. Comparé à, bah, la première cliente, elle voyait une psychologue, enfin, elle faisait de l'acupuncture, elle faisait de l'hypnose, elle faisait tout autre chose. Et en fait, je venais encore en complément dans son parcours. La deuxième, elle partait à l'étranger. Elle allait, elle a, pardon, dans un parcours de don d'ovocytes. Et donc, voilà, ça c'était calé pour elle. Et elle voulait vraiment un soutien émotionnel pour justement que ces expériences d'avant ne viennent plus en fait peser lourd et donc gâcher complètement ce projet-là d'aller, comment dire, essayer d'avoir son bébé via soutien médical de l'étranger. Et cette troisième femme, bah, elle faisait pas d'accompagnement psychologique, elle n'avait pas trouvé de psychologue qui lui convenait. Suite à sa fausse couche, elle a dû peut-être voir un psychologue ou une psychologue une ou deux fois. Et en fait, ça n'avait pas accroché. Elle avait lâché l'affaire. Elle était restée avec tout ça à l'intérieur d'elle, en fait. Et elle voyait personne d'autre. Et ben, j'ai dit, bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer les exercices. Voilà. Et en fait, au bout du troisième mois, elle m'a dit qu'elle était déjà enceinte de 2 mois. c'est génial. Ah ouais, donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Là, il y avait un miracle. Et c'est là, en fait, que ça m'a fait prendre vraiment la dimension de ce que je pouvais apporter à ces femmes sur le travail, sur leurs blessures émotionnelles, parce que c'est grâce à elles aussi que je suis allée et que j'ai mieux compris, en fait, que les blessures émotionnelles pouvaient être, euh, comment dire, devaient être, même pas pouvaient, mais devaient être prises en compte aussi dans un parcours de procréation naturelle ou médicalement assistée. C'est vrai que c'est pas facile, on va dire, dans son cas, parce que si on parle bien dans son cas, heu, enfin, moi, on m'avait mis un petit peu la pression déjà pour, tout ce qui est médical, tout ça, et c'est vrai qu'en fait, à partir de 35 ans, il me semble, que l'horloge biologique justement de la femme, bah, justement baisse en fait en termes de Mmh. fertilité. Et malheureusement, là, à 42 ans, c'est vrai qu'elle, sortait déjà en fait, de cette moyenne, on va dire. Voilà, c'est ça. D'où l'importance aussi, en fait, je pense de le dire parce qu'effectivement, tu sais, on a certes une horloge biologique, mais je trouve que la nature est quand même bien faite. Si Ouais. là, tu as réussi en fait à avoir confiance en elle pour qu'elle puisse en fait se retrouver, que ça soit déjà dans son corps, dans Mmh. l'émotion et cetera, c'est bluffant. Vraiment. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Tu ne peux pas, en fait, parce que c'est une machine finalement après ton corps et tu arrives à te dissocier. Bien qu'elles viennent vers moi et qu'elles me disent ça. Parce qu'à l'époque, ma confiance en moi, en tant que sophrologue, ben, elle n'était pas encore là, hein. J'étais en phase d'apprentissage. Je découvrais moi-même la sophrologie, de l'intérieur. Je bah, voilà quoi, enfin, moi c'était mini comme ça, hein. Je dis: «Mais qu'est-ce que je fais moi? Comment, oh là là, mais» ouais, donc j'étais voilà, accompagner ces 3 femmes pour moi, ça a été le début de, de mon aventure de sophrologue et vraiment c'est là où j'ai été, le plus nourrie et plus convaincue de ce que la sophrologie peut amener vraiment dans un parcours du désir d'enfant. Et aujourd'hui, je continue à être nourrie, hein, avec les autres femmes que j'accompagne aujourd'hui. Et c'est vrai que parmi les femmes que j'accompagne, j'en ai une belle proportion qui ont au-dessus de 40 ans parce que bah, justement, à cause de tous ces mots gériatriques, oui, bah, on y va, on va essayer, mais
On ne sait pas trop ce que ça va donner. En gros, ce truc de la dernière chance parce qu'on est un peu presque périmé. Là, ces femmes-là, bah, c'est extrêmement difficile alors qu'elles sont en capacité, pour la plupart d'entre elles, pardon, d'avoir des enfants parce que on est souvent sur des points, comment dire, des causes de fertilité inexpliquée. Et quand on est sur enfin, une infertilité inexpliquée, pardon, ben en fait, moi je dis, mais commençons surtout à nous concentrer sur nous, en fait, pour savoir à quoi sont reliés ces blocages inconscients qui font que ça amène une infertilité inexpliquée. C'est la base déjà pour commencer. Et ensuite, après, on voit où est-ce qu'on peut aller plus loin. Et encore une fois, quand je dis tout ça, ce n'est pas pour qu'on mette le parcours médical de côté, parce qu'il a son importance aussi. Oui. Donc, c'est juste que pour qu'on puisse vraiment prendre les choses dans son ensemble, se prendre en fait dans l'intégralité. On a un corps physique, donc on a aussi ce besoin qu'on s'occupe de son physique. On a un mental, on a des pensées, on a aussi besoin qu'on s'occupe de ses pensées. Donc là, par exemple, physique, le médical peut intervenir sur le physique. C'est psychologue, par exemple, psychothérapeute peut intervenir sur le plan mental. Sur le plan émotionnel, à quel moment on s'en occupe? À quel moment on va voir ces émotions-là qui sont en nous et qui sont une base en fait. Et je dirais même que quand on vient au monde, on vient grâce à une émotion qui est l'amour. À la base, la famille qui est une volonté d'un homme et d'une femme de base, hein, même si c'est sous pipette, je veux dire en laboratoire ou quoi, ovule, spermatozoïde. Une jonction, il y a deux qui s'attirent, c'est déjà une émotion en soi qui ensuite forme le physique derrière et forme aussi, bah, forcément, enfin, le cerveau qui se forme et tout ça, mais donc, on peut pas dire qu'on va s'occuper que de l'émotion, on peut pas non plus dire qu'on va s'occuper que du mental, et on peut pas non plus dire qu'on va s'occuper que du physique. On est l'ensemble, on est les trois. Donc, le meilleur accompagnement qu'on peut s'offrir, c'est un accompagnement souvent qu'on dit holistique, pour mettre des grands mots, mais en fait, c'est ça que ça veut dire, qu'on se prend en considération dans tout ce qu'on est. Donc, dans ces trois plans principaux, en tout cas. Il y a forcément un peu d'énergétique qui vient là-dedans, mais pour moi, je l'englobe dedans. Et J'y parce que, crois bah, beaucoup, hein. J'y crois énormément et c'est vrai que je pense que ça m'a un petit peu sauvée aussi, cette partie-là aussi. Focaliser là-dedans aussi et c'est très important aussi. Il faut être ouvert à tout, hein. tout à fait. Et la deuxième personne, tu me disais, Oui, c'était ta pardon, c'est sœur. ma sœur, effectivement. L'histoire qui était beaucoup plus douloureuse. 7 ans de PMA, moi j'habitais encore en métropole à ce moment-là. Waouh! Ouais, 7 ans de PMA sans succès. Enfin, en tout cas, sans qu'il y ait un seul transfert qui ait réussi. Et en fait, j'étais venue en vacances à La Réunion et on avait fait un petit peu de sophrologie comme ça, vite fait par-ci par-là, sans vrai, enfin un peu de confort, on va dire. Et en fait, bah, sa grossesse se passait finalement très bien, même s'il y avait énormément d'appréhension et énormément de peur, ce qui peut se comprendre hein, au bout de 7 ans. Donc, on a un peu agi sur cet aspect stress. Et donc, on lui disait que sa grossesse se passait bien, mais en même temps, est-ce que arrive le jour de l'accouchement, ouais, on va avoir notre petit bout de chou qui va arriver et tout. Et en fait, elle a perdu son bébé lors de son accouchement. Non. Pardon. Dans les 2 jours qui ont suivi, le bébé est décédé, mais c'est parce que à l'accouchement, il y a eu des complications. Donc ça a été extrêmement douloureux. Là, j'en parle encore aujourd'hui, donc je sens que même en moi, c'est encore pas complètement. Je c'est vrai que je parle de colère sur les réseaux parce que la colère, c'est une émotion, elle va, elle vient, mais c'est la racine qu'il faut traiter. Mais moi, je sais que voilà, par rapport à ce sujet-là, et je pense que euh, il y a eu des choses qui auraient pu être mieux faites, on va dire, dans l'accompagnement. Et ce qui fait que j'ai encore un peu de colère aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ça génère encore toujours pas mal d'émotions chez moi quand je parle de ce sujet. Et du coup, bah, ma sœur, en fait, voilà, elle a perdu son bébé et dans les 2 jours qui ont suivi, presque pas pu tenir son bébé dans ses bras. Tout plein d'interdits, tout plein de non, c'est comme ça le protocole. Et donc, ça a été forcément, elle arrive à mettre au monde un enfant, et un Bien sûr. enfant, en fait, qui part Ton désiré surtout? tant désiré, et qui part un accompagner, profiter encore plus, un mur de tradition.
un mur de tradition autour de la mort. Pas pleurer, il faut passer. Pardon? Oh oui, arrête de pleurer, tu empêches son âme de monter au ciel. Excuse-moi. Tu me mets les frissons. C'est pas possible en fait Oh à un mais moment donné oui. parce que waouh, c'est Euh, choquant. ah non, mais oui, là, franchement, j'entends ça, mais là, j'ai sorti le griffe pour elle, parce que là, dans un moment comme ça, de toute façon, elle ne pouvait plus rien gérer elle était avec sa souffrance et sa douleur déjà, d'avoir perdu son bébé. Et là, en fait, quand tu vois les traditions qu'il a, on veut encore l'empêcher de vivre son émotion, quoi. Elle est en train de perdre son bébé. C'est pas genre, franchement, j'ai sorti le griffe. Et c'était compliqué aussi pour elle parce que bon, bah, face aux traditions qui sont ancrées et au regard de tout ce qu'il y a autour, en fait, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça et c'est comme ça. Mais arrête cela, mais mets-toi là et pose-toi. Enfin, mais pose-toi pendant un sens de bienveillance. Assieds-toi là-bas et de plus. On s'occupe de tout. Pardon, hein. C'est quoi ça? Ouais. Alors déjà en fait ce qui est choquant c'est que bah elle a pu quand même parcourir bah cette grossesse jusqu'au bout, jusqu'à terme on va dire et en plus de ça bah elle a pu seulement en fait s'occuper enfin voir son bébé que 48 heures quoi. Donc en fait pendant 7 ans où elle a tellement espéré et là à partir du moment où elle peut retrouver de la joie, eh ben elle est vite retombée. Ah, je comprends très bien du coup en fait bah pourquoi tu te bats surtout pour quelle cause aussi et surtout aussi pourquoi en fait la PMA. Oui. C'est terrible et en même temps, comme on dit, hein, du coup il y a énormément d'histoires en fait qui sont pas du tout pareilles. Là franchement, Mhm. j'ai vraiment la chair de poule quoi. C'est Et ben, impressionnant. c'est Mais merci en tout cas, oui, de le savoir. Non, mais avec plaisir pour moi parce il faut qu'on sache, il faut qu'on arrête là de se dire que le regard des autres est plus important que ce qu'on ressent à l'intérieur. Ce n'est pas vrai. Enfin, c'est son corps, c'est mon corps, ce sont mes émotions, ce sont mes pensées. Et c'est ça qui va m'aider à avancer dans mes projets. C'est pas ce que l'autre dit, ce que l'autre pense ou ce que l'autre estime que c'est mieux pour moi. Moi, je sais, je devrais savoir ce qui est mieux pour moi pour avancer. C'est moi qui mène mon projet, c'est mon énergie là-dedans. Donc c'est ma force, mon courage. Pourquoi on laisse tout ça aux autres? Ou alors on met tout ça en sommeil chez soi parce que les autres sont plus sachants. En fait, on est unique. Chacun, on n'est pas comme l'autre. L'expérience de l'autre, c'est l'expérience de l'autre. Mon expérience, c'est mon expérience. Du coup, c'est pour ça, moi, ça me tient vraiment à cœur que les femmes, en fait, redeviennent actrices dans leur parcours, se sentent à nouveau souveraines pour porter leur projet. Parce que sinon, même si moi, hein, même en tant qu'accompagnante, je suis soutien. Je ne suis pas là pour faire à leur place. Parce que c'est pas comme ça qu'elles vont réussir, en fait, concrètement. Donc, c'est à elles de reprendre ce pouvoir en elles. Pas dans la force, dans une lutte, pas dans un état d'esprit comme ça, mais dans l'état de sérénité qu'on peut y arriver, avec la confiance qu'on est capable. Voilà comment on avance mieux et qu'on Très progresse plus important. vite. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai que on a tendance aussi à se forcer dans le sens où on se dit oh là je suis une machine, hop là, je vais y aller, je vais réussir, coûte que coûte quoi. Mais en fait non, il faut savoir déjà accepter ses émotions, ne pas être dans le déni comme on dit parce que parfois c'est vrai qu'on a tendance en fait à dévier les émotions qu'on ressent Oui. et ça je pense que c'est très important en fait déjà de s'accepter. Tout à fait. Et puis, il y a aussi le plan transgénérationnel, parce que là, je veux Waouh, toucher un petit mot là-dessus aussi, parce que je trouve que c'est très important. ça m'intéresse. Oui, dis-moi. Ça fait aussi partie, en fait, des blocages inconscients. Parce qu'en fait, on a grandi dans un certain milieu, avec une certaine éducation, un certain contexte, qui font que, bah, on nous a dit comme si c'est bien, comme ça c'est pas bien, ou alors on l'a senti en étant petit, et on s'est dit, bah, ça c'est la norme. Faut que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça pour mériter. Alors, c'est pas forcément toujours verbalisé, tout ça, mais un enfant capte tout, en fait, avant 7 ans, émotionnellement, le cordon ombilical émotionnel n'est pas coupé avec sa mère et ben avec son père aussi, forcément. Donc, on est éponge, en fait, avant ces 7 ans. Et on passe tous
par l'âge de 0 à 7 ans pour devenir ado et puis adulte. Donc on ne peut pas oublier cette période de notre vie. Mais c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est la période de l'enfance, c'est mettre sous le tapis parce qu'on a beaucoup souffert de la vie, on ne veut plus voir. On a grandi, on avance, on dit, ben non, la source, elle est là-bas. C'est vrai. Et puis, l'épigénétique a bien montré aussi que on vient au monde avec un bagage, en fait, transgénérationnel, issu de toute notre lignée de femmes, lignée d'hommes. On vient au monde déjà avec un bagage transgénérationnel. Et donc, après, ce bagage transgénérationnel avec lequel on vient au monde, continue, euh, il continue à être alimenté par notre éducation, par ce qu'on vit au quotidien dans notre enfance. Et après, en fait, on se construit sur ce bagage-là. Enfin, avec ce bagage-là, on se construit. Donc, on va se dire, moi, j'ai vécu ça, plus jamais. Donc, on va tout faire pour, en fait, ne pas revivre ça. Donc, on va se construire comme ça. Ou alors, on va se dire, ben, moi, j'ai vécu ça. Et donc, ben, ça, même si j'ai souffert, c'est la norme. C'est dans ça que j'ai vécu, c'est le modèle que j'ai. Donc là, du coup, on va se construire sur un modèle comme ça, que ça, c'est la norme, même si c'est souffrant, c'est la norme. Pas s'écouter, pas écouter cette petite voix qu'on a en soi qui nous dit, tu sais, peut-être que tu devrais prendre soin de toi, que tu voudrais peut-être regarder dans cette histoire que tu as vécue là, ça revient là, regarde, c'est un schéma répétitif, il y a des choses qui reviennent. Et là, on se dit, non, non, c'est trop souffrant, je veux pas. Du coup, on va aller vers là où c'est toujours plus aisant pour soi. Pour que le soleil brille autant le jour, la nuit, il y a la lune aussi qui est claire. C'est l'autre face aussi, ombre et lumière. On ne peut pas faire en fait sans ces deux parties de soi. On a l'ombre en soi, on a la lumière en soi. Et on ne peut pas être branché H24 à la lumière. Sinon, on Bien ne sûr. sait pas quel goût ça a. Il faut connaître. Il faut aller accepter d'aller regarder un petit peu ses souffrances, aller regarder un petit peu les ombres qu'on a en soi, les douleurs, les blessures qu'on a en soi aussi, pour pouvoir pacifier ça, apaiser ça, pour que la brillance, notre lumière, notre confiance, notre sérénité, ça, peu importe l'épreuve, une fois que ça, on arrive vraiment à l'ancrer, à le solidifier, notre confiance en nous, notre sérénité, notre capacité à réussir, une fois que ça, c'est vraiment ancré, les épreuves peuvent arriver, hein. On va flancher un peu, mais on va pas rompre. Ça va rester bien C'est vrai. solide et on va continuer à avancer et on laissera plus personne nous dicter, en fait, quoi faire dans notre vie parce qu'on est à nouveau souverain, souveraine. On sait quoi? On sait, non, ok, j'écoute ce que tu me dis et je te remercie pour ce que tu me dis. Et je l'entends. Mais par contre, je vais faire le choix. Je vais prendre ma décision avec ce que je pense qui est le mieux pour moi et qui correspond surtout à mes besoins, pas à tes besoins. C'est intéressant. Ses Franchement, limites, c'est difficile. ben récemment en fait, j'ai appris que justement en fait, bah, le côté transgénérationnel, ça se travaille. C'est vrai que c'est quelque chose à déballer finalement parce que il y a tellement eu bon bah un tel a eu ça et puis hop là on s'est enfermé dessus et puis on est passé à autre chose. Il faut vraiment regarder, voir, bah, c'est ce qui se passe aussi, bah, dans les familles. C'est super intéressant et je sais pas si toi tu le fais ça aussi? Oui, bien sûr, je suis formée en psychogénéalogie, donc la C'est compréhension de l'arbre. génial! Je savais pas, j'apprends. C'est super. Ben oui, moi j'adore, c'est un bon outil. Ben, je me suis formée à ça au départ pour moi, pour mieux me comprendre moi. Encore une fois, les outils que je propose en OK. atelier, c'est parce que je les ai déjà moi-même, comment dirais-je, expérimenté et vu en fait les bienfaits, ou alors que j'ai déjà proposé à celles qui étaient autour de moi et que j'ai vu les bienfaits. Donc du coup, je suis formée en psychogénéalogie pour mieux comprendre en fait ce qui se joue comme énergie dans l'arbre généalogique, comprendre pourquoi je vis tous ces schémas répétitifs-là aujourd'hui, OK. qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce qui alimente ça en fait. Du coup, bah, souvent, le retour à l'enfance, le retour dans l'enfance, comprendre sa relation à sa mère, comprendre sa relation à son père, et même mon père et ma mère, quelle était leur relation à leurs propres parents. Des fois, on a les infos, des fois, on les a pas, mais c'est là où la psychogénéalogie vient en soutien parce que euh, on va dire, l'énergie de la première personne qui a vécu, je veux dire, la première femme qui a perdu un bébé, par exemple, l'énergie de cette femme, cette perte, de ce manque
peut-être de ce fait du pourquoi de l'injustice, la colère, en plus de l'énergie du bébé, qui en fait n'a pas pu être incarnée, ben, ça va jouer dans l'arbre. Parfois, ça va sauter une génération, parfois pas. Et en fait, on peut se rendre compte parfois dans la famille que, bah, tiens, j'ai perdu mon bébé. Et bien, il y a aussi un tel, un tel et un tel qui ont perdu un bébé dans la famille. Ça, des fois, on ne sait pas. C'est On vrai. sait pas qu'il y en a qui ont fait des fausses couches autour de soi. Mais quand on décide de se poser dessus, et ben là, on entend. Paf, paf, paf. Tiens, ah ouais, je suis pas toute seule C'est finalement. vrai. L'énergie là-dedans à aller libérer. Et là, je parle vraiment en aspect énergétique, pour le coup, transgénérationnel. Ben, ces énergies-là qui nous sont livrées dans le bagage, l'énergie de blocage, l'énergie de souffrance, l'énergie de douleur, l'énergie de perte, d'injustice, de sécurité, dans tout ça là. Mais nous, on arrive avec, on n'a rien demandé, mais par le fait Mm. que on est né dans cette famille, avec cette mère et avec ce père-là, ben, on l'a déjà en nous. En fait, des fois, on se dit, mais je comprends pas pourquoi je vis toujours dans une situation, pourquoi c'est toujours difficile pour moi quand je veux faire quelque chose et ça n'aboutit jamais. On va en explorer. On va l'explorer. Et les réponses sont là, hein, pas ailleurs. Elles sont où? Elles sont en soi. Et parfois, on peut aller questionner autour de soi pour essayer d'avoir des petites pistes supplémentaires pour venir, en fait, vraiment compléter ce dont on se doute déjà et mettre à la lumière, en fait, mettre plus de lumière dessus pour enfin réussir à lire. D'ailleurs, là, récemment aussi, j'avais vu une vidéo qui circulait et ça me parlait justement, est-ce que c'est vrai ou pas, du coup, je te demande, l'aîné prend l'énergie de son papa. Est-ce que c'est vrai? Et le deuxième, apparemment, prenait l'énergie de sa maman. Et ensuite, le troisième prenait un petit peu des deux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je n'ai pas vu cette vidéo et je ne suis pas certaine, enfin, en tout cas, de mon point de vue à l'heure actuelle, je sais pas si c'est vrai parce que je me dis enfin, par exemple, si je me reprends ma propre histoire, moi, je n'ai pas connu mon père. Je n'ai jamais grandi avec mon père, j'ai toujours grandi avec ma mère. Et oui, je ne connais pas les caractères de mon père, mais quand je me regarde, je vois beaucoup de choses en moi qui sont, enfin, un caractère de ma mère. Donc, c'est pour ça que je me dis, je sais pas. Et après, même quand je regarde, enfin là, je repense à quelques exemples autour de moi. Je sais pas. Peut-être en fait, on peut avoir peut-être une ressemblance. Quelque chose, forcément, on va prendre toujours quelque chose de son père qui va être plus visible, quelque chose de sa mère qui va être plus visible. Mais en fait, être dans cette affirmation à 100% que l'aîné, c'est le père, le second, c'est la mère, et le troisième, ce sont les deux. Aujourd'hui, je peux pas me prononcer là-dessus en termes de certitude, en tout cas. Ok. Merci à toi.